1972, Bobby Hull quitte la Ligue nationale de hockey pour se joindre aux Jets de Winnipeg de l'Association mondiale et il devient le joueur le mieux payé en Amérique du Nord. C'est la flambée des salaires au hockey. Ici Guy Gendron, bienvenue à Tout le monde en parlait. Le 27 juin 1972, des milliers de personnes assistent au centre-ville de Winnipeg à un moment historique. Bobby Hull, l'une des plus grandes vedettes du hockey, enfile le chandail des Jets. Son contrat faramineux en fait le premier millionnaire du hockey et il permet à une nouvelle ligue, l'Association mondiale de hockey, de prendre son envol. Les Jets recrutent ensuite des joueurs européens qui, jumelés à Bobby Hull sur la glace, créent un tout nouveau style de jeu. Après 15 ans d'absence, les Jets sont maintenant de retour à Winnipeg. Un nouveau chapitre commence pour cette équipe qui a révolutionné le hockey professionnel en Amérique du Nord, comme nous le raconte Marc-Yvan Hébert. « 12 mars 1966. Et là, c'est Bobby Hull! Bobby Hull compte l'un des buts les plus célèbres au hockey, son 51e de la saison. C'est la première fois qu'un joueur de la Ligue nationale compte plus de 50 buts dans une seule année. Et Hull ne s'arrête pas là. Il en marque 54, fracassant ainsi le record établi par Maurice Richard et Bernard Boum Boum Geoffrion. Chicago compté par Bobby Hull. Bobby Hull devient, à 25 ans, la plus grande vedette du hockey. Pourtant, il va bientôt claquer la porte de la Ligue nationale et entraîner une transformation du hockey professionnel aussi foudroyante que ses lancers frappés. Bobby Hull est né à Point Anne, en Ontario. Jeune garçon, il domine les ligues mineures de hockey. I could skate a little better than the average player in minor hockey. Adolescent, il quitte la ferme familiale pour aller jouer dans les clubs-écoles des Blackhawks de Chicago. À 18 ans, il signe son premier contrat avec le club et prend d'assaut le hockey professionnel. Maurice Filion a été entraîneur des Remparts et des Nordiques de Québec. C'est sa vitesse, sa force, son coup de patin. Bobby Hull était très, très difficile à surveiller. C'est un ailier, mais si vous le surveillez à droite, il était rendu à gauche. Le surveillé à gauche, il était au centre. Secondé par le jeune Stan Mikita, Hull et Glenn Hall multiplient les prodiges de toutes sortes. En 1961, Bobby Hull joue un rôle clé dans la victoire des Blackhawks en finale de la Coupe Stanley. Il est un joueur hors pair, en pleine possession de ses talents. Bobby Hull a accumulé 7 750 $ en bonus. Les trophées Hart et Lady Byng lui ont été remis. Le joueur étoile sait qu'il a une valeur marchande. I think that I've given it all I had, and I expect some return from it, whether it be while playing the game or from interest outside of hockey. Mais à la fin des années 60, la tension monte entre Hull et les Blackhawks. Last night, the Hawks did say they had not heard from Hull and no meeting was planned. Il refuse de jouer lors du premier match de la saison 1968. Il exige un salaire de 100 000 $ par année, du jamais vu dans la Ligue nationale. En novembre, il accepte un contrat de 60 000 $. And offer my apologies to William W. Wirtz. Les Blackhawks l'obligent à s'excuser. En 1972, le contrat de Hull tire à sa fin. Christian Bordelot arrive à Chicago cette année-là. 3 ans plus tôt, il a aidé le Canadien à remporter la Coupe Stanley. Bordelot tisse un lien d'amitié avec Hull. Il demandait 100 000 $ à l'époque pour rester à Chicago. Il disait tout le temps qu'il ne faisait pas d'argent, les anciens propriétaires. Alors, il était très frustré de ça, puis avec raison aussi, parce que tout ce qu'il avait donné au hockey. Le destin de Bobby Hull est sur le point de changer avec la création d'un nouveau circuit de hockey professionnel, l'Association mondiale de hockey. 12 villes en font partie, dont Winnipeg, où l'entrepreneur Ben Hatskin décide de mettre sur pied une équipe. Mais il sait que pour remplir les sièges dans l'aréna, il faut donner de la crédibilité à la nouvelle ligue.
Ken Cronson est le neveu de Ben Hatskin. Son oncle tente sa chance auprès de Bobby Hull. C'était la vedette de la Ligue nationale à l'époque et il était disponible. Bobby Hull a accepté de les rencontrer à Chicago. Hull demande un montant faramineux pour faire le saut dans l'AMH, $1 million. The reason the $1 million came up, and I said, I'm going to tell them, in order for me to go, what I'm going to lose if the WHA doesn't go is $1 million. So if they want to put up the $1 million, that's fine, but I'll tell them I want $1 million, and that'll scare them away. Mais Ben Hatskin lui revient avec une contre-offre encore plus généreuse. Un salaire d'1 750 000 $ réparti sur 6 ans. Il ajoute une prime de signature d'1 million de $, partagée par les 12 équipes de l'Association mondiale. Une somme astronomique à l'époque. To think that the rest of the teams that are in the WHA are willing to throw out $100,000 to take him into Winnipeg and then have him come back into the cities that have given the $100,000 and be clobbered by Hull. Christian Bordelot est lui aussi approché par les Jets de Winnipeg. La Ligue nationale, c'est une institution établie depuis 50 ans. Et puis, tu ne laisses pas ça du jour au lendemain comme ça, sans y penser. Pendant des semaines, les Blackhawks de Chicago ne prennent pas l'AMH au sérieux. Mais soudainement, ils font volte-face. The Blackhawks weren't in touch with me for some time until I happened to mention something to the news media that if the money happened to be right, I'd be going to the WHA, and then it just so happened that they weren't so busy the next day that they called us. À la dernière minute, les Blackhawks tentent de garder Bobby Hull. Le club lui offre un contrat lucratif, $250 000 par année. Hull refuse catégoriquement. Quelques jours plus tard, il atterrit à Winnipeg, chèque en main. Lorsque Bobby est sorti de l'avion avec son chèque d'1 million, mon oncle s'est dit « Ça y est, c'est chose faite ». Il était très fier. Le joueur le plus excitant au hockey jouait pour lui. Qu'est-ce qu'il pouvait demander de plus? Dans les années 70, les salaires de la Ligue nationale étaient à une moyenne de 25 000 par année pour un joueur. Alors, lorsque Bobby Hull est arrivé avec son contrat, tout le monde tombait en bas de leur chaise. Bobby Hull est accueilli en grand. Des milliers de gens se rassemblent au centre-ville. Il y a plein de monde qui n'était pas au travail à midi ce jour-là. Ils étaient au coin de Portage et Main. 1 million. Quand on pense, hein, c'était le plus gros contrat qu'on n'avait pas vu dans l'histoire du hockey. Jacques Courcelle avait 14 ans à l'époque. Il sort de l'école pour voir Bobby Hull à l'angle Portage et Main. On ne croyait pas que Bobby Hull était pour venir et puis d'un coup, il est en avant de nous autres. Ça fait que c'est juste vraiment à ce moment-là, que la journée même, là, que on était comme des tomates. On n'a pas cru tant qu'on a vu. I feel the pressure is on me to help in a large way to get this league under motion. Ce que j'ai compris par après, c'est qu'il fallait absolument signer un Bobby Hull. C'est de là que l'Association mondiale est partie. On n'a pas mis la base sur du sable, on a mis la base sur du ciment. Mais les Blackhawks de Chicago refusent de baisser les bras. L'équipe demande à la Cour de faire respecter un article qui se trouve dans tous les contrats des joueurs de la Ligue nationale à l'époque. Selon l'article, les joueurs appartiendraient à leur club même après l'échéance de leur contrat. Mais les tribunaux ne sont pas d'accord. Bobby Hull se joint aux Jets de Winnipeg et met fin à l'obligation pour un joueur de se soumettre à son équipe pour la vie. Après la pause, les Jets décident de tenter leur chance avec des joueurs européens.
1972, en pleine guerre froide, le Canada et l'Union soviétique s'affrontent dans la fameuse série du siècle. Certaines équipes de la Ligue nationale menacent de ne pas libérer leurs joueurs si ceux de l'Association mondiale y participent. Bobby Hull n'est pas invité à se joindre à l'équipe canadienne. La décision soulève un tollé au Canada. J'ai écrit à M. Campbell et également à Hockey Canada et également à l'Association des joueurs. Je leur ai télégraphié pour leur demander de reconsidérer leur position. J'avais beaucoup de pression de la part de tous les Canadiens. Malgré cela, la décision est maintenue. Ça l'a beaucoup blessé. Ils le punissaient, mais vraiment, ils se punissaient eux-mêmes. Le numéro 9 fait valoir ses prouesses ailleurs. L'Association mondiale est lancée en octobre. Quand Bobby Hull arrivait en quelque part, il attirait des foules. On va aller voir jouer Bobby Hull, on va aller le voir jouer. Puis lorsqu'on arrivait où Bobby Hull passait, tous les gens nous parlaient de Bobby Hull. Quelle vedette! 67 joueurs de la Ligue nationale font le saut vers l'AMH cette première année. Plusieurs d'entre eux sont bien mieux payés dans l'Association mondiale. Ça a vraiment eu l'effet d'une bombe dans le temps. Christian Bordelot gagne 70 000 à Winnipeg, 20 000 de plus qu'à Chicago. Il n'y avait pas le choix. Si les clubs, s'ils voulaient avoir des gars, il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas d'autre choix que de payer. La concurrence entre les deux ligues mène à une augmentation générale des salaires. Les joueurs, avant les années 70, étaient pris à la gorge. Ils rentraient dans le bureau du gérant. Le gérant, il donnait 5 000, 2 000. Puis c'était à prendre où laisser. Mais là, les portes venaient de s'ouvrir. Le salaire moyen dans la Ligue nationale passe de 25 000 en 1970 à près de 55 000 3 ans plus tard. Ted Foreman siège au conseil d'administration des Jets dans les années 70. Les équipes de l'Association mondiale offraient plus d'argent, mais les équipes de la Ligue nationale ne voulaient plus perdre de joueurs, alors elles ont aussi augmenté les salaires. Malgré la performance de Bobby Hull, l'équipe n'arrive pas à remporter le championnat du circuit. Il faut d'autres joueurs de talent. Une autre révolution se prépare dans le hockey nord-américain. Les Jets se tournent vers un autre continent, l'Europe. Quelques Européens jouent déjà dans la Ligue nationale. Mais ils sont l'exception. Les Jets de Winnipeg s'empressent d'offrir un contrat à 2 jeunes joueurs vedettes en Suède. Et à l'été 1974, Anders Hedberg et Ulf Nilsson arrivent à Winnipeg. Quelques heures plus tard, ils se retrouvent sur la patinoire avec Bobby Hull. On leur a donné quelques rondelles et c'était instantané. Chacun d'entre eux savait exactement ce que les deux autres allaient faire. On s'est dit « wow », mais c'est venu d'où cette chimie? Wow. Where did this mixture come from? Now it's Nilsson for Winnipeg to Hedberg, back to the point, shot, right, C'est une grosse surprise pour tout le monde, je peux vous dire ça. Lorsqu'ils sont mis à patiner comme ça, les gens dans la foule, on entendait des murmures. Ça patinait, c'était incroyable. C'était du jeu à l'emporte-pièce, du jeu très, très intéressant, mais surtout du jeu ouvert. Ça partait d'une zone, ça s'en allait complètement à l'autre. Il arrivait ici au Colisée, il contrôlait la partie de A à Z. Le trio formé de Hull, Hedberg et Nilsson est surnommé la Hotline. À eux seuls, ils récoltent plus de 360 points cette première année. It's kind of a nice pass. Give it to the guy. Il faut donner la rondelle à celui qui a la meilleure chance de compter. En Amérique du Nord, les joueurs avaient souvent des primes pour chaque but. Mais la passe est aussi importante que le but. Dès le premier jour, c'était naturel. Chacun savait où les autres se trouvaient. C'était magique.
Les joueurs européens permettent au hockey nord-américain de se réinventer, mais ils se font tabasser. C'est la seule façon qu'ils pensaient pouvoir nous battre, en jouant un jeu salaud, intimidation, coups de bâton. Vous n'allez pas venir ici et faire ce que vous voulez. C'était ça le message. Vous allez retourner en Suède. Ils voulaient nous chasser. Ça a été rude en particulier pour Ulf. Je l'ai vu après un match. Il y avait des bleus partout. Je me souviens d'un joueur qui a brisé son bâton sur mon dos durant l'échauffement. Il voulait déjà se battre. Il y avait des bagarres générales. Nous, les joueurs européens, on ne comprenait pas ça. Malgré cela, la Hotline est l'une des formations les plus redoutées au hockey. C'est une ligue qui aurait joué dans n'importe quel club dans la Ligue nationale dans le temps, qui a été la première ligne d'attaque. Les Jets poursuivent leur recrutement en Europe. Et en 1976, avec 7 Suédois et 2 Finlandais dans l'équipe, ils remportent la finale de la Coupe AFCO en 4 matchs contre Gordie Howe et les Arrows de Houston. Winnipeg se rend en finale les 2 années suivantes. En 1978, l'équipe gagne à nouveau la Coupe AFCO. Mais les Jets sont à la veille de perdre de gros morceaux. Pendant 4 ans, Bobby Hull, Anders Hedberg et Ulf Nilsson dominent l'Association mondiale de hockey. Mais la formation tire à sa fin. Et ensuite, la Ligue nationale a commencé, là. Lorsqu'ils ont vu que l'Association mondiale, et surtout que Winnipeg, allait chercher ces Européens-là, puis il y avait tellement de succès, là, ils se sont dit, oh, pour une minute, là, on va aller en chercher, on va aller leur enlever des joueurs. Les Jets, qui avaient arraché Bobby Hull à Chicago en lui offrant un salaire énorme, sont victimes de la surenchère à leur tour. En 1978, les Rangers de New York offrent 600 000 $ par année chacun à Ulf Nilsson et Anders Hedberg. It's going to be very, very difficult, if not utterly impossible, for the Winnipeg Jets and the World Hockey Association to hold on to you. That is up to the World Hockey Association and the Winnipeg Club to decide. Les Jets ne peuvent égaler ces montants et perdent les 2 Suédois. But I can't tell you folks in words how much these 2 guys have meant to me. Nilsson et Hedberg gagnaient l'équivalent de 10 000 $ par année en Suède. Ils sont maintenant parmi les joueurs les mieux payés en Amérique du Nord. La signature de leur contrat est un signe clair que les Européens ont leur place au hockey professionnel. Lorsque Glenn Sather a dit qu'il a bâti sa dynastie à Edmonton, à l'image des Jets de Winnipeg, c'était un très beau compliment. Ça voulait dire qu'on a eu un impact majeur sur l'une des meilleures équipes de l'histoire du hockey au Canada. One of the greatest teams that ever played in Canada. Au tout début de la saison 1978, un autre coup dur pour les Jets. Bobby Hull annonce qu'il prend sa retraite du hockey. Mainly it was because I just didn't have the enthusiasm for the game that I wanted to. Cette année-là, les Jets remportent à nouveau la Coupe AFCO. Mais en raison de difficultés financières, l'Association mondiale est dissoute. 4 équipes, Winnipeg, Québec, Edmonton et Hartford, se joignent à la Ligue nationale. Bobby Hull revient au jeu avec les Jets la saison suivante, animé par le désir de jouer à nouveau dans la Ligue nationale. Il est vite échangé aux Whalers de Hartford, où il joue quelques matchs seulement aux côtés de Gordie Howe. Sa carrière de 23 ans au hockey professionnel se termine là, en 1980. 3 ans plus tard, lors d'une cérémonie émouvante, il se réconcilie avec les Blackhawks
qui retire son chandail. C'est un retour au bercail pour le numéro 9. 90%. 90% des joueurs de l'époque doivent une fière chandelle à Bobby Hull. Hausse de salaire, avantages, pensions, tout cela a découlé du contrat que Hull a signé à Winnipeg pour $1 million. Bobby Hull signing in Winnipeg for $1 million. Dans les années 90, les Jets de Winnipeg et les Nordiques de Québec sont vendus et déménagent aux États-Unis. Ces équipes ne peuvent survivre dans leur marché. Ironiquement, l'escalade des salaires qu'elles ont elles-mêmes provoquée contribue à leur chute. Aujourd'hui, Bobby Hull est un ambassadeur des Blackhawks de Chicago. Quand il assiste à un match, il apprécie un style de jeu qu'il a lui-même amorcé avec deux jeunes Suédois à Winnipeg il y a près de 40 ans. En juin 2011, la Ligue nationale de hockey a approuvé la vente et le déménagement à Winnipeg des Trashers d'Atlanta. La nouvelle équipe, la 7e au Canada, portera un nom bien connu dans la capitale manitobaine. Les Jets sont de retour.